Le jour de mon diplôme devait être le début de ma vie, mais il a failli en être la fin. Imaginez la scène, une belle journée ensoleillée, ma sœur cadette recevant les clés d'une Fiat 500 neuve, des larmes de joie dans les yeux de ma mère, et les applaudissements fiers de mon père. Et moi? Je me tenais là, à côté, avec mon master mention très bien en poche, et tout ce que j'ai reçu, c'est un porte-clés en plastique bon marché et une blague cruelle devant toute la famille sur mon avenir raté. Tout le monde a ri. J'ai souri pour la photo, le cœur en miettes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce sourire était un adieu. La nuit même, je faisais ma valise pour ne plus jamais revenir. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette humiliation en ma plus grande victoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires votre ville, votre pays, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir à quel point notre communauté est grande et soudée. Revenons à ce fameux jour. Nous étions fin juin, à Vichy. L'air était lourd, saturé de l'odeur des roses que ma mère, Claudine, chérissait plus que ses propres enfants. Ou devrais-je dire, plus que moi. Le jardin avait été décoré avec une précision militaire. Des nappes blanches immaculées, des ballons dorés et argentés, et une immense banderole accrochée entre deux tilleuls. Sur la banderole, il était écrit en lettres pailletées « Félicitations Maëlys ». Juste Maëlys. Pas félicitations les filles. Pas bravo Lison et Maëlys. Juste le nom de ma sœur. Pour ceux qui ne connaissent pas ma famille, laissez-moi vous brosser le tableau. Je m'appelle Lison, j'ai 23 ans ce jour-là. Je venais de valider 5 années d'études intensives en analyse de données et logistique, en travaillant les soirs et week-ends pour payer mes frais de scolarité. Maëlys, elle, avait 21 ans. Elle venait de terminer une formation de 3 mois pour devenir conseillère en images. Une formation que mon père, Didier, avait intégralement financée, tout comme son appartement, ses vacances à Ibiza et sa garde-robe de marque. J'ai avalé ma salive en voyant la banderole. C'est juste un oubli, me suis-je dit. Ils ont sûrement commandé ça à la va-vite. Je suis experte en excuses pour eux. J'ai passé ma vie à excuser leur indifférence. Les invités ont commencé à arriver. Des oncles, des tantes, des amis de mes parents, et bien sûr, Thibaut, le fiancé de Maëlys. Thibaut est le genre d'homme qui porte des pulls en cachemire posés sur les épaules et qui rit trop fort aux blagues de mon père, surtout quand elles sont mauvaises. Le déjeuner s'est déroulé comme d'habitude. Maëlys était le centre de l'univers. Elle racontait comment elle avait appris à assortir les couleurs froides et chaudes, et tout le monde l'écoutait comme si elle venait de découvrir un remède contre une maladie rare. Mon père rayonnait. Ma fille a un don, disait-il en servant du champagne. L'élégance, ça ne s'apprend pas, c'est inné. Moi, j'étais assise au bout de la table, près des enfants des cousins éloignés. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma soutenance de mémoire. Personne n'a mentionné que j'avais fini major de ma promotion. J'étais invisible. Un meuble pratique qu'on sort pour les grandes occasions pour faire nombre. Puis est venu le moment des cadeaux. Mon père s'est levé, a tapoté son verre avec une fourchette. Le silence s'est fait. Mes amis, ma famille, a-t-il commencé, la voix vibrante d'émotion théâtrale. Aujourd'hui, nous célébrons l'avenir. Et quel avenir? Maëlys, ma chérie, approche. Maëlys s'est levée, faussement timide, lissant sa robe de designer. Mon père a sorti une petite boîte en velours de sa poche. Tu vas entrer dans la vie active, ma puce. Tu vas aider les gens à être beaux, à se sentir bien. Et pour une femme d'affaires comme toi, il faut un carrosse. Il lui a tendu la boîte. Elle l'a ouverte. C'était des clés de voiture. Au même moment, un klaxon a retenti dans l'allée. Ma mère a fait signe, et le portail s'est ouvert sur une Fiat 500 décapotable, blanc perle, avec un énorme nœud rouge sur le capot. Des cris de joie. Des applaudissements. Maëlys a sauté au cou de mon père, puis de ma mère. Des larmes coulaient. C'est la plus belle journée de ma vie, hurlait-elle. Thibaut sifflait d'admiration. Ça, c'est la classe, Didier. Je suis restée figée sur ma chaise. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Une voiture. Une voiture neuve. Je conduisais encore la vieille Peugeot 206 de ma tante qui tombait en panne tous les 50 kilomètres. Une fois l'euphorie retombée, mon père s'est tourné vers moi. Son visage a changé.
Il a perdu ce sourire rayonnant pour adopter cette expression qu'il réservait aux employés de banque qu'il s'apprêtait à licencier, un mélange de pitié et de dédain. Ah, et Lison aussi a fini l'école, a-t-il dit, comme s'il annonçait qu'il allait pleuvoir. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti un petit objet emballé dans du papier journal. Pas de boîte en velours. Du papier journal. Il me l'a lancé. Oui, lancé. J'ai dû l'attraper au vol pour qu'il ne tombe pas dans mon assiette de dessert. J'ai déballé l'objet. C'était un porte-clés en plastique. Une tour Eiffel miniature, le genre de babiole qu'on achète à 2 € dans les boutiques de souvenirs pour touristes à Paris. Je l'ai regardé, incrédule. J'ai levé les yeux vers mon père. C'est pourquoi, ai-je balbutié. Mon père a ri. Un rire gras, satisfait. C'est pour te rappeler ta place, Lison. Tu as fait tes grandes études, tes graphiques, tes chiffres. Mais soyons honnêtes. Tu n'as pas l'éclat de ta sœur. Ce porte-clés, c'est parce que tu seras toujours celle qui garde les clés de la boutique, pas celle qui la possède. Tu es faite pour être une employée, ma fille. Une bonne petite ouvrière. Ne laisse pas ce diplôme te monter à la tête. Dans la vraie vie, tu es juste banale. Le silence a duré une seconde, puis Thibaut a éclaté de rire. Bien envoyé, Didier. C'est vrai que Lison a un côté très secrétaire comptable. Et là, comme un signal, tout le monde a ri. Ma mère a ri en couvrant sa bouche. Maëlys a ri en secouant ses cheveux parfaits. Les oncles, les tantes. Ils riaient tous. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était le son d'un lien qui se rompt définitivement. J'ai regardé le porte-clés dans ma main, puis le visage rougeau de mon père, fier de sa blague. J'ai souri. Un sourire mécanique, froid. Merci, papa, ai-je dit. C'est très instructif. Ils ont pris ça pour de la soumission. Ils ont repris leur champagne, retournant à leur adoration de la Fiat 500. Personne n'a vu mes mains trembler sous la table. Personne n'a vu que je ne respirais plus vraiment. Je savais, à cet instant précis, en regardant le reflet déformé de mon visage dans la cuillère à dessert, que je ne dormirais plus jamais sous ce toit en me sentant chez moi. La fête a duré jusqu'au soir. J'ai joué mon rôle jusqu'au bout. J'ai aidé à débarrasser, j'ai porté les cadeaux de Maëlys jusqu'à sa chambre, j'ai même félicité Thibaut pour sa promotion imaginaire. J'étais le fantôme qu'il voulait que je sois. Silencieuse. Serviable. Transparente. Vers 23 heures, la maison est enfin devenue silencieuse. Mes parents ronflaient déjà, épuisés par leur propre gloire. Maëlys était sortie tester sa voiture avec ses amis. Je suis entrée dans ma chambre. Je n'ai pas allumé la lumière. Je connaissais chaque recoin de cette pièce où j'avais passé tant d'heures à étudier, espérant qu'une bonne note me vaudrait un bravo de mon père. Quelle perte de temps. J'ai tiré ma valise de sous le lit. Une vieille valise bleue dont une roulette était cassée, ce qui la faisait tanguer comme un navire-ivre. J'ai commencé à empiler mes affaires. Pas tout. Juste l'essentiel. Mon ordinateur portable, mes disques durs avec mes projets de code, quelques vêtements pratiques, mes économies cachées dans une vieille boîte à chaussures fruit de mes heures de babysitting et de mes étés à travailler au supermarché. Je n'ai pas laissé de lettres. Les lettres, c'est pour les gens qui espèrent être compris. Je savais que rien de ce que je pourrais écrire ne traverserait l'épaisse couche de narcissisme de mes parents. Une lettre aurait été lue à voix haute et moquée, comme mon diplôme, comme ma vie. À 2 heures du matin, j'ai descendu l'escalier sur la pointe des pieds. Chaque craquement du vieux parquet résonnait comme un coup de fusil dans ma poitrine. J'avais peur, une peur viscérale d'être arrêtée, d'être questionnée. Mais personne n'a bougé. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air frais de la nuit m'a frappé au visage. La Fiat 500 de Maëlys brillait sous le lampadaire, narguant mon départ. J'ai marché jusqu'à la gare, traînant ma valise bancale sur les pavés inégaux de Vichy. Le bruit des roulettes sur la pierre clac, clac, clac est un son que je n'oublierai jamais. C'était le rythme de ma liberté. J'ai pris le premier train pour Nantes. Pourquoi Nantes? Parce que c'était là que vivait tante Colette. La sœur aînée de ma mère. La brebis galeuse de la famille, selon eux. Celle qui n'avait jamais voulu se marier, qui vivait seule et disait ce qu'elle pensait.
J'avais son adresse sur une vieille enveloppe de Noël. Le voyage a duré des heures. J'ai regardé les paysages défiler dans le noir, mon reflet dans la vitre me renvoyant l'image d'une fille épuisée, les yeux cernés, serrant ce stupide porte-clés Tour Eiffel dans sa poche comme un talisman de haine. Quand je suis arrivée chez Colette, il était 8 heures du matin. Elle a ouvert la porte en peignoir, une cigarette à la main. Elle m'a regardée, a vu la valise, mes yeux rouges, et elle n'a posé aucune question stupide. Elle a juste écarté la porte et a dit « Je t'attendais, lisons ». Je me demandais juste combien de temps il te faudrait pour craquer. Elle m'a installée dans la chambre d'amis. Elle m'a fait une soupe chaude. Pas de grands discours, pas de câlins étouffants. Juste une présence solide. Repose-toi. Ici, personne ne te jugera sur la marque de tes chaussures. Pendant 5 jours, j'ai éteint mon téléphone. J'ai dormi. J'ai pleuré, beaucoup. J'ai laissé sortir 23 années de frustration. Le 5e jour, je l'ai rallumé. Il a vibré pendant 10 minutes sans s'arrêter. Des appels manqués. Des messages. Le premier message était de mon père. « Tu es où ? On avait besoin de toi pour ranger le garage. » Le deuxième, de Maëlys. « T'es sérieuse ? Tu as pris mon chargeur iPhone ? Ramène-le. » Je ne l'avais pas pris. Puis, une série de messages de ma mère, de plus en plus hystériques. Lisons, réponds. Les voisins demandent où tu es. Tu nous fais honte. Et enfin, le message que tante Colette a reçu sur son propre téléphone et m'a lu à voix haute. Ta mère est effondrée, lisons. Elle pleure sans arrêt. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Elle pensait vraiment que tu allais juste encaisser, faire la tête 2 jours et revenir t'excuser comme d'habitude. Elle est inquiète pour le qu'en dira-t-on. C'est là que j'ai réalisé l'horreur de la situation. Elle ne pleurait pas parce que sa fille lui manquait. Elle pleurait parce que son accessoire, son bouc émissaire, avait disparu, et qu'elle allait devoir expliquer aux voisins pourquoi leur famille parfaite avait une chaise vide. Je me tourne vers vous maintenant. Si vous étiez à ma place, après avoir lu ces messages, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous répondu pour les rassurer ? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez écrit à ma mère à cet instant précis. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué leur numéro. Pas par méchanceté, mais par survie. C'était comme couper un membre gangrené pour sauver le reste du corps. Tante Colette m'a regardé faire, un petit sourire en coin. Bienvenue dans le club des vilains petits canards, ma chérie. On y vit beaucoup mieux, tu verras. Il fallait que je travaille. Je ne voulais pas être un fardeau pour Colette, même si elle insistait pour dire que ma présence égayait sa maison. Avec mon master en poche, je pensais trouver rapidement un poste de cadre. Mais la réalité du marché du travail est brutale, surtout quand on n'a pas de réseau, ce fameux réseau que mon père avait offert sur un plateau à Maëlys mais qu'il m'avait refusé. J'ai fini par accepter un poste d'intérim dans un immense entrepôt logistique à la périphérie de Nantes. Ce n'était pas glamour. C'était bruyant, poussiéreux, et ça sentait le diesel et le carton mouillé. Mon travail officiel, responsable de stock junior. En réalité, je passais mes journées à compter des palettes, à vérifier des bons de commande et à porter des chaussures de sécurité qui me faisaient des ampoules. Pendant ce temps, via un faux compte Instagram que je ne pouvais m'empêcher de consulter, on ne guérit pas de sa famille du jour au lendemain, je voyais la vie de Maëlys. Elle postait des photos d'elle dans sa Fiat 500, des selfies avec des légendes comme la vie d'entrepreneuse est si dure, alors qu'elle était au spa un mardi après-midi. Elle avait même posté une photo de mon ancienne chambre transformée en dressing room. Ils avaient jeté mes livres. Ils avaient repeint les murs. J'étais effacée. Mais dans cet entrepôt gris, quelque chose germait. Je voyais le gaspillage. Je voyais des camions partir à moitié vides, des itinéraires absurdes qui faisaient perdre des milliers d'euros en carburant, des produits frais qui pourrissaient sur les quais à cause d'erreurs d'étiquetage. Mon cerveau d'analyste ne pouvait pas supporter ça. C'était physique. Le désordre m'irritait. C'est là que j'ai rencontré Gabin. Gabin était le gars de l'informatique, celui que tout le monde appelait seulement quand l'imprimante bourrait. Il était calme, portait des t-shirts de groupe de rock des années 80 et avait des yeux d'une gentillesse désarmante. Un jour, alors que je pestais contre le logiciel de gestion préhistorique de l'entrepôt, il s'est penché par-dessus mon épaule. C'est codé en COBOL, ce truc. Ça date d'avant ma naissance, a-t-il dit en riant.
C'est inefficace, ai-je répondu. Si on pouvait croiser les données de trafic en temps réel avec le volume des colis, on pourrait économiser 20% de trajet. Il m'a regardé, surpris. Tu sais coder? J'ai appris. Pour m'amuser. Ce soir-là, nous sommes restés après le travail. J'ai sorti mes carnets, mes algorithmes griffonnés. Gabin a ouvert son ordinateur. C'est ainsi qu'est né Logismart. Pendant 1 an, ma vie a été un cycle épuisant. Travail à l'entrepôt de 6h à 14h, puis code dans le garage de tante Colette avec Gabin jusqu'à 2h du matin. Je vivais de café, de pâtes et de cette flamme froide qui brûlait en moi, l'envie de prouver qu'ils avaient tort. Que je n'étais pas juste une employée. Colette nous apportait des sandwichs au milieu de la nuit. Elle ne comprenait rien à nos lignes de code, mais elle comprenait la rage de vaincre. Fais-leur regretter chaque larme, Lison, me murmurait-elle en me bordant parfois sur le canapé où je m'étais endormie tout habillée. 1 an plus tard, nous avions un prototype. Nous l'avons testé en secret sur une petite section de l'entrepôt. Les résultats ont été immédiats, 15% d'économie en 2 semaines. Le directeur du site n'en revenait pas. Mais je ne voulais pas vendre ça à mon patron pour une prime de 500 €. Je voyais plus grand. Gabin et moi avons décidé de monter notre propre structure. Nous avons pris des risques, contracté un prêt que Colette a cautionné avec sa propre maison, un geste qui me donne encore envie de pleurer aujourd'hui. Et pendant que je bâtissais mon empire brique par brique, dans l'ombre et la sueur, ma famille a refait surface. Un mail de ma mère. Le titre, Urge, famille. Je l'ai ouvert, les mains moites. Le mail disait, Maëlys va se marier avec Thibaut. C'est un grand événement. Nous avons réservé le château de la Roche. Ta sœur veut que tu sois là. Elle est prête à te pardonner ton silence si tu viens. Fais un effort, pour une fois, ne sois pas égoïste. On a besoin que la famille soit au complet pour les photos du magazine local. Elle est prête à me pardonner. L'audace de cette phrase m'a coupé le souffle. J'ai failli supprimer le mail. Mais Gabin m'a posé une main sur l'épaule. Si tu n'y vas pas, tu resteras toujours la fille qui a fui, a-t-il dit doucement. Vas-y, dis-leur au revoir pour de bon. Et montre-leur que tu n'as plus peur. J'ai accepté. J'ai pris une semaine de congé. Je suis retournée à Vichy. Je n'ai pas prévenu de mon arrivée. Je suis allée directement au château le jour J. C'était grandiose, vulgaire, excessif. Tout ce qu'ils aimaient. Des fontaines de chocolat, des cygnes en glace, un orchestre symphonique. Je portais une robe simple, bleu marine, élégante mais discrète. Je ne voulais pas attirer l'attention. Dès que je suis entrée dans la salle de réception, les regards se sont tournés vers moi. Pas des regards accueillants. Des regards curieux, jugeurs. J'ai entendu une tante chuchoter, c'est elle, la fugueuse. Il paraît qu'elle travaille comme manutentionnaire à Nantes. Quel gâchis. Mes parents m'ont vu. Ma mère s'est approchée, m'a fait une bise glaciale qui n'a même pas touché ma joue. Tu as grossi, a-t-elle dit. C'était faux. J'avais minci à force de travail. Essaie de ne pas faire de scandale aujourd'hui. C'est le jour de Maëlys. Mon père m'a serré la main. Pas d'embrassade. Juste une poignée de main ferme. Content que tu aies retrouvé la raison. On parlera de ton avenir demain. J'ai peut-être un poste de guichetière à la banque pour toi, si tu es prête à t'excuser. J'ai ravalé ma colère. On verra, papa. La cérémonie a commencé. Maëlys était belle, je ne peux pas le nier. Mais son sourire était celui d'un prédateur qui vient de capturer sa proie. Thibaut avait l'air satisfait de lui-même. Le dîner a suivi. J'étais placée à la table des célibataires et des pièces rapportées, près des toilettes. Puis, vint le moment des discours. Thibaut a parlé, mon père a parlé, un discours de 20 minutes sur sa propre réussite à travers sa fille. Et enfin, Maëlys a pris le micro. Elle a remercié tout le monde. Puis, ses yeux se sont posés sur moi, au fond de la salle. Un sourire sadique a étiré ses lèvres. Je voudrais aussi remercier ma sœur, Lison, d'être venue, a-t-elle dit au micro. Sa voix était mielleuse, faussement douce. Je sais que c'était dur pour elle de prendre un billet de train, vu sa situation financière. Quelques rires dans la salle.
Mais Lison a toujours été un exemple pour moi, a-t-elle continué. Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire si on ne prend pas soin de soi. Elle a fait un signe au technicien. Sur l'écran géant derrière elle, une photo est apparue. C'était une photo de moi. Une photo volée. Je ne savais même pas qu'elle existait. J'étais à l'entrepôt, en tenue de travail, gilet jaune fluo trop grand, cheveux en bataille, le visage taché de graisse, en train de manger un sandwich triangle assis sur une palette. J'avais l'air épuisé. À côté, sur le même écran, une photo de Maëlys en bikini à Dubaï, splendide et retouchée. Le titre de la diapositive, avant ou après, choisis ton destin. Merci, Lison, a dit Maëlys, de nous rappeler que l'intelligence ne sert à rien si on ressemble à un homme de chantier. La salle a explosé de rire. Un rire cruel, massif, qui a fait trembler les verres en cristal. Mon père riait aux larmes, tapant sur l'épaule de son voisin. Ma mère applaudissait. C'était le porte-clés, version écran géant. C'était l'humiliation finale. Tout le monde me regardait, attendant que je pleure, que je m'enfuis, que je confirme mon statut de victime. Mais quelque chose avait changé en moi. La Lison de la remise des diplômes aurait pleuré. La Lison chef d'entreprise, celle qui gérait des crises logistiques et négociait avec des investisseurs, ne pleurait pas. Je me suis levée lentement. J'ai pris mon verre de vin rouge, un grand cru que mon père avait payé une fortune. J'ai marché calmement vers la table d'honneur. Le silence s'est fait progressivement. Il pensait que j'allais porter un toast. Je suis arrivée devant mes parents. J'ai regardé mon père dans les yeux. Puis ma mère. Puis Maëlys. J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Félicitations pour le spectacle, ai-je dit d'une voix claire, sans micro, mais qui apportait dans le silence de mort. La place de spectacle était un peu chère, mais la leçon est inestimable. Et, avec une lenteur délibérée, j'ai versé le contenu entier de mon verre de vin rouge sur la traîne blanche immaculée de la robe de mariée de Maëlys qui dépassait dessous la table. Le liquide sombre s'est étendu comme une tache de sang sur la neige. Maëlys a hurlé. Un cri strident, animal. Oups, ai-je dit. Je suis tellement maladroite. C'est mon côté ouvrière, sans doute. J'ai posé le verre vide sur la table. Et je suis partie. J'ai traversé la salle la tête haute, sous les regards horrifiés de 200 personnes. Je n'ai pas couru. J'ai marché. En sortant du château, j'ai bloqué leur numéro pour la 2e fois. Mais cette fois, je savais que c'était pour toujours. Le retour à Nantes a été une libération. J'avais coupé les derniers fils. J'avais taché la robe, mais j'avais lavé mon âme. Je me suis plongée dans le travail avec une férocité nouvelle. La colère est un carburant incroyable quand on sait la raffiner. Logismart a décollé. 6 mois après le mariage, nous avons signé notre premier gros contrat avec une chaîne de supermarchés nationale. Gabin et moi avons dû embaucher. De 2 personnes dans un garage, nous sommes passés à 10, puis 20 employés dans des bureaux modernes au centre de Nantes. Je suis devenue une femme d'affaires. Une vraie. Pas une qui poste des photos de latte macchiato sur Instagram, mais une qui prend des décisions stratégiques, qui gère des budgets de plusieurs millions d'euros. Mais le succès attire les vautours. Et ma sœur était un vautour avec une connexion Wi-Fi. 1 an après le mariage au vin rouge, alors que nous étions en pleine négociation pour une levée de fonds majeure avec un fonds d'investissement parisien, une bombe a éclaté. Thibaut, le mari de Maëlys, avait lancé une entreprise de conseil en innovation qui ne marchait pas jaloux de voir, via les réseaux professionnels, que ma société montait, ils ont décidé de frapper. Maëlys, forte de ses 50 000 abonnés sur Instagram, achetés pour la moitié, a commencé une campagne de diffamation. Elle a posté des storytime en pleurant, sans larmes. Ma sœur, cette psychopathe qui a ruiné mon mariage, a volé l'idée de son entreprise à mon mari Thibaut. Elle a profité d'un dîner de famille pour copier ses notes. C'est une voleuse, une menteuse, et elle maltraite ses parents âgés. La vidéo est devenue virale dans notre région. Les gens adorent les drames. Mon investisseur parisien m'a appelé, froid. Lison, nous faisons une due diligence. Ces rumeurs de vol de propriété intellectuelle, c'est sérieux. Si c'est vrai, on se retire. J'ai senti le sol se dérober. Tout ce que j'avais construit, tout ce pourquoi j'avais saigné, risquait de s'effondrer à cause d'un mensonge d'une influenceuse ratée.
Gabin était furieux. On doit répondre. On doit faire une vidéo pour démentir. Non, ai-je dit. On ne se bat pas avec des cochons dans la boue. On se salit et le cochon aime ça. On va faire ça autrement. J'ai appelé tante Colette. J'ai besoin de preuves. Colette a fouillé dans les vieux cartons que j'avais laissés chez mes parents avant de fuir, et qu'elle avait récupérés en secret lors d'une visite. Elle a trouvé mes carnets de notes datant de l'université, bien avant que Thibaut ne sache même ce qu'était un algorithme. Elle a aussi trouvé des emails que j'avais envoyés à moi-même pour horodater mes idées. J'ai engagé le meilleur avocat de Nantes spécialisé en droit numérique. Nous n'avons pas répondu sur Instagram. Nous avons déposé une plainte officielle pour diffamation publique, atteinte à la réputation commerciale et harcèlement. Nous avons réclamé 150 000 € de dommages et intérêts. Quand l'huissier a sonné à la porte de la villa, louée, de Maëlys et Thibaut, ils ont cru à une blague. Mais quand ils ont reçu la convocation au tribunal, les rires ont cessé. Maëlys m'a envoyé un message via un autre numéro. « T'es malade ? On est la famille. Tu vas nous mettre sur la paille. Retire ta plainte. » J'ai fait une capture d'écran. Et je l'ai envoyée à mon avocat. Ils ont dû publier des excuses publiques. Ils ont dû admettre qu'ils avaient menti. Thibaut a dû avouer qu'il ne savait même pas coder une ligne de HTML. L'investisseur a vu la décision de justice. Il a été impressionné par ma gestion de crise froide et chirurgicale. Nous avons signé le deal. Logismart était sauvé. Et ma famille avait appris une leçon. L'employé avait maintenant les moyens de se payer de très bons avocats. 2 ans ont passé. Le silence radio était total, imposé par mes soins. Ma carrière avait explosé. J'étais régulièrement citée dans les magazines économiques comme l'une des 30 femmes de moins de 30 ans qui changent l'industrie française. Mais au fond de moi, il restait une petite pierre noire. Le besoin de clôturer l'histoire. Pas par un procès, mais par la vérité. L'occasion s'est présentée sous la forme d'une invitation prestigieuse. Le sommet économique de Lyon m'a invité à être la keynote speaker, l'oratrice principale, sur le thème de la résilience féminine. C'était un événement énorme, retransmis en direct, avec 2000 personnes dans la salle. J'ai regardé l'invitation et j'ai eu une idée. Une idée dangereuse, peut-être mesquine, mais nécessaire. En tant qu'oratrice principale, j'avais droit à une loge VIP pour mes invités. J'ai fait imprimer 4 invitations sur du papier cartonné épais, doré à chaud, avec le logo de l'événement et la mention invité d'honneur, loge présidentielle. Je les ai envoyées par coursier à Vichy. Une pour mes parents. Une pour Maëlys et Thibaut. J'ai joint une note manuscrite, écrite avec mon plus beau stylo plume. Papa, maman, Maëlys, Thibaut. On m'a souvent dit que je n'étais qu'une employée. Aujourd'hui, je dirige. J'aimerais que vous veniez voir ce que l'avenir raté a construit. Je ne vous demande pas d'excuses. Je vous demande juste d'être témoin. PS, le buffet est excellent et il y a du champagne gratuit. Je savais comment les appâter. Leur ego. Leur curiosité. Et surtout, l'idée d'être en loge présidentielle, d'être traités comme des VIP, c'était irrésistible pour eux. Ils penseraient que je voulais me réconcilier, que je voulais les impressionner pour qu'ils m'aiment enfin. Ils penseraient que j'avais besoin de leur validation. Ils se trompaient. Je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais besoin de leur présence pour ma propre catharsis. Ils sont venus. Je les ai vus depuis les coulisses, via les caméras de sécurité. Ils étaient sur leur 31. Mon père portait son costume des grands jours, ma mère avait sorti ses perles. Maëlys portait une robe de cocktail trop voyante pour une conférence d'affaires, et Thibaut regardait autour de lui avec un air suffisant, comme s'il allait acheter le bâtiment. L'organisateur est venu me voir. « Lison, tout va bien ? Tu es pâle. » J'ai lissé ma veste de tailleur blanche, un choix délibéré, symbole de lumière et de vérité. « Je vais très bien, ai-je répondu. Je suis juste prête. » Gabin était au premier rang, me faisant un pouce levé. Tante Colette était à côté de lui, les yeux brillants. C'était eux, ma vraie famille. Les lumières se sont éteintes. La musique d'intro a retenti. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la PDG de Logismart, Lison. Je suis entrée sur scène. Les projecteurs m'ont aveuglé un instant,
puis j'ai distingué la masse sombre du public. Et au centre, en hauteur, éclairée doucement, la loge VIP. Je voyais leur visage. Ils souriaient. Mon père a même fait un petit signe de la main, comme s'il était la reine d'Angleterre. Il s'appropriait déjà mon succès. Je pouvais presque l'entendre dire à son voisin, « C'est ma fille, je lui ai tout appris. » J'ai pris le micro. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai commencé le discours qui allait changer ma vie. Bonsoir à tous, ai-je commencé. Ma voix était stable, amplifiée par le système sonore de pointe. On me demande souvent quel est le secret de ma réussite. Comment, à 26 ans, j'ai bâti une entreprise logistique qui pèse plusieurs millions d'euros en partant de rien. J'ai fait une pause. J'ai regardé vers la loge VIP. La réponse classique serait, le travail acharné, la vision, une bonne équipe. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. J'ai sorti de ma poche le petit porte-clés Tour Eiffel en plastique. Il était rayé, vieux, moche. Je l'ai levé sous la lumière du projecteur. Ce soir, je veux vous parler du pouvoir du non. Du pouvoir d'être sous-estimé. L'écran géant derrière moi a projeté un gros plan du porte-clés. Le jour de mon diplôme de master, alors que j'avais travaillé 5 ans pour payer mes études, la personne qui aurait dû être la plus fière de moi m'a offert ceci. Et elle m'a dit, c'est pour te rappeler ta place. Tu es faite pour être une employée. Tu es banale. Un murmure d'indignation a parcouru la salle. Dans la loge VIP, j'ai vu le sourire de mon père se figer. Ma mère a porté la main à sa gorge. Maëlys a cessé de regarder son téléphone. À ce moment-là, ai-je continué, j'avais 2 choix. Croire cette personne, accepter cette étiquette de médiocrité, et devenir la petite main invisible qu'il voulait que je sois. Ou bien prendre ce mépris, cette humiliation publique, et m'en servir comme brique pour construire ma propre maison. J'ai commencé à marcher sur scène, regardant chaque section du public, mais revenant toujours vers eux. J'ai choisi la deuxième option. J'ai pris un train de nuit avec une valise cassée. J'ai dormi dans un garage. J'ai mangé des pâtes pendant 2 ans. Pas parce que je voulais devenir riche. Mais parce que je voulais prouver que ma valeur ne dépendait pas de l'opinion de ceux qui étaient incapables de voir ma lumière. J'ai appris que la famille, ce n'est pas l'ADN. L'ADN, c'est juste une loterie biologique. La famille, ce sont les gens qui vous tendent une main quand vous êtes à terre, pas ceux qui rient quand vous tombez. J'ai pointé Gabin et Colette. Ma famille est ici, au premier rang. Ce sont eux qui ont cru en moi quand je n'étais personne. Puis, je me suis tournée directement vers la loge VIP. L'éclairage a changé, les mettant légèrement plus en évidence. Je ne les ai pas nommés. Je n'ai pas dit mon père Didier et ma mère Claudine. Je n'avais pas besoin de le faire. Leur langage corporel criait leur culpabilité. Mon père était devenu gris-cendre. Il s'était enfoncé dans son siège, comme s'il voulait disparaître. Maëlys avait les bras croisés, furieuse, mais je voyais la peur dans ses yeux. La peur que les gens sachent qui elle était vraiment. À ceux qui m'ont offert ce porte-clés, ai-je dit, ma voix vibrant d'une émotion brute, je veux vous dire merci. Merci pour votre cruauté. Merci pour votre indifférence. Sans votre rejet, je serais encore là-bas, à essayer de mendier des miettes d'amour que vous n'aviez pas pour moi. Votre silence a été le son le plus motivant de ma vie. Et à vous tous dans cette salle, ai-je conclu en me tournant vers le public, si quelqu'un vous a un jour fait sentir que vous étiez trop peu ou pas assez, rappelez-vous ceci, leur incapacité à voir votre valeur ne diminue pas votre valeur. Prenez leur mépris. Faites-en du carburant. Et brûlez si fort qu'ils ne pourront plus jamais vous ignorer. J'ai baissé le micro. Pendant 3 secondes, il y a eu un silence total. Puis, la salle a explosé. Les gens se sont levés. Une standing ovation. Un tonnerre d'applaudissements qui a fait vibrer le sol sous mes pieds. J'ai vu des gens pleurer. J'ai regardé une dernière fois la loge VIP. Ils ne s'étaient pas levés. Ils étaient pétrifiés, comme des statues de cire en train de fondre. Ils réalisaient qu'ils ne pouvaient plus contrôler le récit. J'avais repris le stylo. J'avais écrit ma propre fin. Je suis sortie de scène, les jambes flageolantes, mais le cœur plus léger que jamais. Gabin m'attendait dans les coulisses. Il m'a prise dans ses bras. « Tu l'as fait » a-t-il murmuré. Oui. Je l'avais fait.
Je n'ai pas revu mes parents après la conférence. Ils ont quitté la loge précipitamment avant même la fin des applaudissements, fuyant comme des voleurs pris la main dans le sac. Ils n'ont pas touché au champagne gratuit. Le lendemain, la vidéo de mon discours était partout. LinkedIn, YouTube, Facebook. Les commentaires affluaient par milliers. Des gens racontaient leurs propres histoires de famille toxique, de favoritisme, de rejet. J'avais touché une corde sensible universelle. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre, par la poste, avec l'écriture tremblée de ma mère. Je l'ai posée sur la table de ma cuisine, dans mon bel appartement avec vue sur la Loire. Gabin préparait le café. « Tu vas l'ouvrir » a-t-il demandé. Je pense que oui. Juste pour voir. J'ai ouvert l'enveloppe. 4 pages. 4 pages de justification. Lisons, ton discours était très dur. Tu as brisé le cœur de ton père. Nous avons toujours fait de notre mieux. Tu as toujours été plus indépendante, tu avais moins besoin de nous que Maëlys. Le porte-clés, c'était juste une blague, tu n'as jamais eu d'humour. Nous sommes fiers de ta réussite, mais était-il nécessaire de laver ton linge sale en public ? Nous sommes prêts à te pardonner cette humiliation si tu acceptes de... Je me suis arrêtée là. Nous sommes prêts à te pardonner. Encore. Toujours cette inversion des rôles. Il me blesse, je réagis, et c'est moi qui dois être pardonné. C'est le cycle éternel des narcissiques. Ils ne changent jamais. Ils ne s'excusent jamais vraiment. Le « je suis désolé, mais » n'est pas une excuse, c'est une manipulation. J'ai regardé Gabin. J'ai regardé mon appartement lumineux, symbole de ma liberté. J'ai pensé à mes employés qui me respectaient, à tante Colette qui m'aimait pour ce que j'étais. J'ai pris un briquet. Je suis allée sur le balcon. J'ai tenu le coin de la lettre et j'ai allumé la flamme. J'ai regardé les mots de ma mère noircir, se recroqueviller et se transformer en cendres. Tu n'as jamais eu d'humour, tu es banal. Pardonné. Tout est parti en fumée, emporté par le vent de Nantes. Je n'ai pas répondu. Je ne répondrai jamais. Mon père a essayé de m'ajouter sur LinkedIn quelques mois plus tard, mettant en avant son lien de parenté avec moi pour booster son propre profil. Je l'ai bloqué. Maëlys a divorcé de Thibaut 1 an plus tard. Il paraît qu'elle essaie de devenir coach de vie maintenant. Je lui souhaite bien du courage. Moi, je continue d'avancer. J'ai gardé le porte-clés Tour Eiffel. Il est encadré dans mon bureau, non pas comme un souvenir de douleur, mais comme un trophée. C'est le symbole du moment où j'ai cessé d'être une fille qui attendait d'être aimée, pour devenir une femme qui s'aime elle-même. C'est la fin de mon histoire, mais peut-être le début de la vôtre. Parfois, le chemin vers le bonheur exige de laisser des gens derrière soi, même s'ils partagent votre sang. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous avez dû vous battre pour votre place, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver ? Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Prenez soin de vous, et à la prochaine histoire.